Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Angelo. Salut. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on a un invité. On a l'honneur de recevoir pour cet épisode 26 du podcast Angelo Follet, qu'on a déjà reçu, je crois que c'était dans l'épisode 18. Il me semble que c'était l'épisode 18, c'est ça, ouais. C'était notre deuxième en date avec... Ouais, c'est ça. Mhm. Et on avait passé tellement un bon moment et une discussion tellement hyper riche et intéressante qu'on a eu envie de continuer un petit peu cette discussion et d'aller un petit peu plus en profondeur sur d'autres sujets. Donc Angelo, on ne te présente plus. Vous ferez référence à l'épisode 18. On peut quand même faire un petit rappel. Voilà, t'es thérapeute, t'es auteur aussi d'un super bouquin, t'es podcasteur, t'es aussi directeur artistique. Enfin, t'as plein d'étiquettes, de facettes, qui sont hyper enrichissantes pour ta pratique et nous qu'on adore aussi, que tu partages plein de tes expériences avec tes patients, notamment sur ta page Instagram. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie de te recevoir une deuxième fois pour discuter de tout ça. Ouais. Et on a eu notamment envie de parler de l'avant-couple. Ouais, ou du non-couple, en tout cas, ce qui ne fait pas couple. Ce qui ne fait pas couple. Cette période un peu où on est soit en recherche de relations ou de couple, mais qu'il y a des blocages, soit peut-être la phase même juste avant couple où on peut être en relation, mais on n'arrive pas à s'engager. Il y a un blocage au moment de l'engagement. Ou même parfois, dans le cadre du couple, les résistances à faire couple. Complètement. Puisqu'on peut être en couple en ayant des parties de soi et c'est l'aventure du couple aussi. Hein. On n'est jamais intégralement 100%, tu vois, dans tout notre être engagé dans le couple. Ça, c'est presque un horizon, j'ai l'impression. Bah oui, en tout cas, si je peux résumer ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en relation et qui sont pas en couple. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi peut-être c'est quoi la différence entre un couple et une relation? Ça y est, direct. Allez, ça peut être ça. Allez, on y va on direct. Pas le time, là, les gars. Je t'ai coupé, du coup, c'est quoi ta question? Non, mais du coup, la question, c'est quoi un peu la différence entre je suis en relation ou je suis vraiment en couple? Ouais. Moi, il me semble que le couple, c'est vraiment une troisième entité. Ouais. Qui est au-delà de l'addition d'une personne plus une personne. Ok. Ou d'une personne plus une personne plus une personne, si c'est du polyamour. Ouais. Et il me semble que du coup, le couple, c'est vraiment quelque chose qui ressemble presque plus à effectivement l'enfantement d'un projet à deux, qui engendre, qui implique évidemment beaucoup plus que deux personnes, puisqu'il y a aussi tout l'aspect familial, systémique, réseau amical, réseau professionnel, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans la vidéo, on parlait tout à l'heure qui avait bien marché sur l'épisode 18, on disait qu'il y avait plusieurs couples dans le couple, et c'est pour ça que le couple, ça va au-delà de deux personnes qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble. Il y a vraiment comment je pourrais dire ça, des différents domaines qui font couple. C'est pas que deux personnes qui construisent et qui bâtissent ce couple. C'est que il y a l'idée de faire couple, et donc du coup, dans faire couple, c'est vraiment différents aspects de la relation et du vivant et de l'existence qui font couple ou pas, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a deux personnes qui sont ensemble et qui, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas s'engager dans un couple parce que à l'endroit, par exemple, je sais pas moi, de l'histoire familiale de chacune des deux personnes, ça ne peut pas faire couple. Et c'est pour ça que parfois, quand tu travailles sur un aspect transgénérationnel ou même juste familial, c'est-à-dire pas au-delà de la quatrième génération, et il y a des gens qui un peu
qui au bout d'un moment avec ce travail-là changent de vie et qui finalement parviennent à avoir un enfant ou qui parviennent à avoir un couple parce que à un autre endroit ça a ouvert la porte, quoi. Ça a dit oui, en fait. En fait, c'est tous les aspects, finalement, qui doivent dire oui, qui sont au-delà de deux personnes, toi et moi, où on se dit oui. Il n'y a pas que ça qui doit dire oui, en fait, dans le couple, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grand que deux personnes. Ouais, tu parlais du transgénérationnel. Ouais. Je crois savoir que tu fais des constellations familiales. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Waouh. Et en quoi ça peut aider aussi en amour notamment Ouais. La constellation familiale, du coup, systémique et transgénérationnelle, c'est un outil qui est pour moi un outil de thérapie de groupe. Alors moi, je le mets dans le cadre d'une thérapie de groupe. La plupart du temps, ça ne veut pas être forcément que ça dans la journée. Donc on va faire un entretien individuel dans le groupe avec la personne qui a besoin d'avoir sa constellation. Et on va essayer de regarder justement... précisément quelle est la partie la plus visible de l'iceberg pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir consteller quelque chose, parce que la constellation peut ouvrir plein de sujets, évidemment. La constellation, c'est ni plus ni moins que la mise en 3 dimensions de la problématique ou du système ou de la situation. Si par exemple la personne commence à me parler d'un de ses parents dans l'échange que j'ai avec elle, et peut-être que la constellation va pouvoir commencer par ça, c'est-à-dire vu que tu es en train de parler de quelqu'un qui est pas là, on va prendre quelqu'un pour représenter cette personne qui n'est pas là, et donc on va la faire agir dans le champ, donc dans le champ thérapeutique du travail de la constellation. Et peut-être que du coup, pour que tu puisses mieux voir la situation, peut-être qu'on va choisir aussi quelqu'un qui va te représenter. Et tu vois, moi j'ai plus une approche de la constellation qui est plus une approche de la Gestalt en fait, qui est que comme on travaille uniquement dans l'ici et maintenant, du coup, si quelqu'un parle de son passé, on va essayer de voir qu'est-ce qui est présent encore du passé. Si quelqu'un parle de quelqu'un qui est absent, on va essayer de la rendre présente. Et donc, moi, j'ai plutôt cette approche-là de la constellation, un peu moins chamanique ou un peu moins transpersonnelle, mais ça existe aussi et je trouve ça très bien, pour essayer de finalement mettre en dehors de la tête et en dehors de l'esprit de la personne quelque chose qui finalement est situationnel. Et c'est toujours intéressant de voir ces personnes qui représentent la situation, sachant que, à la différence du psychodrame, ce ne sont pas des gens qui rejouent une scène, et ce ne sont pas des gens qui actent, qui sont des acteurs ou qui sont des comédiens ou qui jouent quelque chose. C'est-à-dire que si par exemple toi tu rentres dans la constellation, je précise bien que c'est toi qui vas ressentir. Tu n'es pas... je mime pas une émotion. Tu ne mimes pas quelqu'un que tu imagines. Si par exemple tu représentes une grand-mère, tu vas pas faire la grand-mère. D'accord. Tu vois, si par exemple la personne pour qui je fais la constellation nous décrit un peu comment a été sa grand-mère, etc. Toi, tu vas avoir des infos, tu vas t'imaginer quelqu'un. Le but, ça va pas être d'essayer de reproduire ça. Le but, ça va être de toi te faire rentrer à la place d'eux. Et avec ton ressenti à toi, qui t'appartient, peut-être qu'il y aura des résonances. D'accord. Et peut-être que c'est ça qui va faire que la personne va percevoir une situation qu'elle ne connaît que trop bien d'une autre manière, du coup. Donc c'est c'est une manière de rendre présent dans un espace-temps et physiquement des choses qui sont pas forcément là, dont on parle en cabinet au final. Au cabinet, les gens nous parlent de quelque chose souvent qui est pas dans la pièce. Ils nous parlent de leur problème de couple, le couple est pas là. Ils nous parlent de leur problème au travail, le travail est pas là. Donc l'opportunité de la constellation, ça va être de le mettre en forme et en configuration devant nous, quoi. Et souvent, parce qu'on parle du coup de relations, est-ce qu'il y a des blocages qui peuvent se libérer avec ces constellations-là quand on va chercher comme tout élément qui te sont pas encore très conscientes, tu vois, dont t'as pas encore beaucoup conscience, moi j'appelle ça les angles morts, et donc du coup de le voir en face de toi, avec une autre peut-être. Alors la plupart du temps, ce qui est magique dans les constellations, c'est que les gens sont impressionnés du fait de voir une situation se reproduire quasiment à l'identique dans l'espace de la thérapie, quoi.
Donc elles décrivent une situation qu'elles ont vécue avec les vraies personnes, et puis il se trouve que ce qui se produit dans la constellation, effectivement, ressemble très fortement à ce qu'elles ont vécu et à comment chaque personne se comporte, etc. Ça, c'est un travail de champ et de résonance, mais ça peut s'expliquer encore par plein d'autres manières. Je sais pas si on aura le temps de ça, mais en tout cas, ça s'explique. Et donc, du coup, ça fait changer ta perception, quoi. D'accord. D'un coup, tu te mets à voir quelque chose que tu voyais pas. Ok. Et après, c'est à toi de faire le tri, du coup, entre ce que tu sais, ce qu'on t'a dit, ce qui est un peu, ce qui est de l'ordre du savoir ou ce qui est de l'ordre du ressenti, plutôt. Bah, c'est bizarre, je sais que ça s'est passé, mais par contre, moi, j'ai ressenti ça. Et donc, du coup, ça altère, en fait, l'expérience et la perception que tu as des choses, quoi. Et ce qui fait que ça altère forcément ton comportement derrière, et puis ceux des autres. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant comme outil. Ne serait-ce que pour voir les choses se faire devant toi, quoi. Okay. Et après, moi, ce que je fais, comme dans beaucoup de constellations, c'est que je fais rentrer la personne à sa propre place pour qu'elle puisse aller au bout du geste, aller au bout du mouvement qui a été initié par la constellation, pour que ce soit quand même elle qui fasse quelque chose, quoi. D'accord, ouais, qu'elle se réapproprie. Ouais. Ah, en général, je m'arrête un tout petit peu avant entre guillemets, le dénouement ou le moment où ça devient critique pour que ce soit vraiment à la personne elle-même ce qui fait qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas pu faire dans la situation réelle, par exemple. Ouais. Comme parler à quelqu'un. Ou, voilà. Dire, ouais. Comme juste, voilà. Enfin, okay. Ou se rapprocher, ou toucher. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok, hyper intéressant. Ouais. Mais tu vois, juste avant qu'on parle de constellation familiale, on parlait et c'était lié, mais on parlait de cette idée qu'il y a des choses qui font pas couple, qu'il y a des situations qui sont un peu cristallisées dans nos mémoires qui nous empêchent de dire oui. Et ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à cette idée que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour surmonter ces blocages, il y a un poids très fort en fait qui incombe à l'individu tu vois, qui reçoit ces mémoires-là et qui du coup a le poids d'agir pour les transmuter ou les transformer et en fait j'ai l'impression que ça c'est pas seulement il y a une dimension historique à ça qui permet d'expliquer que ce soit qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent là-dedans et qui ressentent cette espèce de responsabilité individuelle de devoir libérer des mémoires ou tu vois qui se sentent avec et je pense que ça vient d'un truc et qui est que on a, je pense, séparé et ça c'est lié à plein d'évolutions sociétales mais il y a eu une séparation qui s'est faite entre le couple et la famille. C'est-à-dire qu'il y a une époque où la famille et le couple étaient intimement liés. C'est-à-dire qu'en réalité, le couple même disparaissait dans la famille. Il y avait une espèce d'identité entre les deux. On se mettait en couple pour fonder une famille. L'entité couple n'existait pas en dehors de la famille. Et donc, dans les aspects positifs, ça permettait, je pense, de se dire qu'il y avait quelque chose qui était réglé pour nous, finalement. Il y avait l'institution famille qui était importante au centre de la société, et du coup, c'est réglé pour nous. Il n'y a même pas a pas à s'interroger sur ce qui fait couple ou pas. Simplement, on fait des enfants, et on a un cadre qui est celui-ci, qui nous préexiste et qui est en dehors de nous, et auquel on se conforme. Donc, c'était bien dans le sens que la responsabilité n'incombait pas à l'individu de se poser toutes ces questions, de savoir mais est-ce que je suis en couple ou en famille ou je sais pas, ou est-ce que mon couple fonctionne à l'intérieur de la famille ou non. Le problème en revanche, c'était que justement, on pouvait complètement se laisser glisser peut-être dans la vie à travers cette institution-là sans se poser des questions et ça pouvait avoir des forts impacts sur les enfants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, on a dissocié le couple de la famille et que désormais la famille peut exister sans le couple peut exister sans une famille, et que du coup on se retrouve là avec un espèce de poids sans cet idéal social normatif à l'extérieur de nous qui nous incite à faire quoi que ce soit. Et du coup maintenant la responsabilité de faire marcher un couple ou de faire marcher une famille, elle pèse plus sur un idéal social extérieur auquel il faut se conformer, elle pèse sur l'individu. Et c'est renforcé par tout le consumérisme. Donc ça me faisait penser à ça m'évoquait ce truc-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est très fort. C'est peut-être aussi ce qui permet en partie d'expliquer la difficulté que beaucoup de gens ressentent, la solitude. C'est le grand mouvement de l'individualisme qui fait que c'est le grand mouvement de l'individualisme, je pense, qui fait que la plupart
plupart des personnes aujourd'hui qui veulent être en couple n'y parviennent pas. Parce qu'effectivement, ça repose comme ce qu'on peut leur faire croire sur leur bonheur ou sur leur santé ou sur leur réussite, que ça leur revient entièrement. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il y a d'autres domaines et d'autres aspects qui font que le couple est plus grand que deux individus, enfin l'addition de deux individus, du coup, ça fait que la personne, elle pense effectivement avoir toutes les cartes en main pour décider d'être en couple, pour réussir un couple, parce que on lui vend tous les jours qu'elle peut être maître d'elle-même et réussir avec son pouvoir, tu vois, de choisir et voilà, enfin tout ce qu'on peut entendre aussi du pouvoir personnel et individuel, alors qu'en fait, il faut un sacré paquet de facteurs pour que les choses se produisent quand même. Ne serait-ce que de mettre quelqu'un sur ton chemin au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances. Ne serait-ce que juste pour la rencontre, tu vois, du l'eye contact. Après, tout le reste doit se faire aussi. Et puis c'est ça tout le temps en fait. C'est pas juste ça pour la rencontre. C'est ça en permanence, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que effectivement, le fait d'avoir tout ce poids de réussir son couple, alors qu'à l'époque, effectivement, il y avait déjà l'institution du mariage qui fait que mariage arrangé. Pour des raisons politiques, pour des raisons de territoire, pour des raisons d'alliance économique, pour des raisons religieuses, pour des raisons hiérarchiques, fait que c'est pas toi qui décides de toute façon. Et donc, je pense que beaucoup de gens se sont battus effectivement pour que le mariage et l'amour et le couple deviennent un truc un peu plus personnel et un peu plus sur mesure, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement sur mesure qu'il y a trop de choix et qu'en fait, j'ai trop de pression et que je sais pas avec qui me mettre et que je sais pas comment ça marche. Ou alors que je sais trop ce que je veux et que je sais trop ce qui doit être là et pas là. Ce qui fait que dès que c'est pas là, c'est mort, quoi. Et donc là, il n'y a plus personne pour dire, il n'y a plus ton père ou ton grand-père ou ta grand-mère ou la lignée des utérus dans ta famille ou la lignée des hommes dans ta famille pour dire, mais attends, tu déconnes. Enfin voilà, c'est Esther Perel qui dit ça souvent, c'est qu'elle parle souvent des gens qui aujourd'hui, enfin à l'époque, ils voulaient être heureux et aujourd'hui, ils veulent être encore plus heureux. Ce qui fait que du coup, bon courage. Ouais, mais c'est le paradoxe du choix, on en a déjà parlé. Bon courage pour être dans cette perspective hyper individuelle, pour être en couple aujourd'hui, quoi. Parce que ça forcément, ça vient frotter avec ta vision du bonheur, avec ton équilibre, avec ta liberté, avec tout ça, quoi. Donc, alors qu'avant, c'était dilué effectivement dans est-ce que c'est équilibré pour la société, est-ce que c'est équilibré pour la communauté, pour le village, pour la famille, etc., quoi. Et aussi, ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui prenaient ça en charge. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant cette idée de témoin. Tu vois, dans un mariage, l'idée de témoin, c'est aussi ça. C'est aussi que si t'es témoin, t'as aussi cette responsabilité-là, quelque part symbolique, de dire attendez, vous déconnez, il y a quelqu'un d'autre que toi pour garantir la relation, quoi, aussi, tu vois. Intéressant. Donc là aujourd'hui, c'est plus vu que je suis le maître du monde pour mon monde à moi, du coup, tu te démerdes tout seul, quoi. Bah oui, ça fait peser. Enfin, je pense que du coup, ça fait peser un poids qui entraîne beaucoup de frustration aussi. J'ai l'impression dans les décisions, beaucoup de doutes. Mais ça entraîne de la frustration, mais ça met en valeur aussi que c'est interdit d'être frustré aujourd'hui. Comme c'est interdit de souffrir, quoi. Te mets pas en couple. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu considères que dès qu'il y a quelqu'un d'autre que toi dans la pièce, c'est plus compliqué. Va sur une île et puis personne ne va t'emmerder, quoi, tu vois. Sinon, en fait, ça veut dire qu'il y a un endroit qui est effectivement je disais ça à un groupe que j'avais en thérapie il y a pas très longtemps, là, il y a une semaine, et je leur disais, vous savez que oui mais c'est non. Tout à fait. Et on a travaillé que là-dessus pendant 4 heures. 3 heures, et c'était très riche, quoi, parce que du coup elles se sont mises à regarder à quel endroit finalement c'était oui mais depuis si longtemps, et qu'au final quand elles disent que c'est non, au final ça change d'un coup la perception, quoi. C'est un truc de recherche des limites, en fait, de nos limites.
Oui, mais c'est surtout, je pense que c'est une difficulté, et ça c'est beaucoup vu en Gestalt aussi, c'est une difficulté en fait à rester soi avec l'autre. Et donc en fait la plus grosse difficulté que tous les couples ont à surmonter, c'est la différence. C'est tout. S'il devait y avoir qu'un seul problème de couple, ce serait celui-là, la différence. Comment je fais pour être moi quand l'autre n'est pas moi ? Comment je fais pour être moi quand l'autre veut carrément autre chose, veut l'opposer, etc. Comment on fait pour partir en vacances quand moi j'aime la montagne et qu'elle aime la mer ? C'est juste ça la question du couple en fait. Et est-ce que du coup ça veut dire que le couple c'est que des compromis, ce qui est souvent la vision qui revient ? Et compromis, ça veut dire, moi, ça me sonne un peu comme une espèce de sacrifice mutuel permanent où, en fait, bon, alors lequel des deux va lâcher son bout de gras et tu vois, lâcher la guerre. Soit, effectivement, c'est la guerre. Et du coup, chacun fait son truc de son côté. Donc, tout le travail du couple, et le travail du couple, c'est un vrai concept psychanalytique. Il y a le travail du couple et le couple en travail. Et du coup, c'est vraiment... je pense que c'est comme quand on parle de l'éducation d'un enfant. Je pense que quand on parle de l'éducation d'un enfant, c'est plus facile d'admettre que c'est du travail, que ça va demander de dépasser des difficultés, que à chaque étape, il va y avoir des nouveaux problèmes, que nous, ça va nous renvoyer à notre propre enfance, que ça va forcément mettre de la distance parfois et avec le partenaire ou le parent, le coparent, que peut-être que physiquement, il va y avoir une distance, que en termes de timing et de planning, il va y avoir des sacrifices à faire au niveau des activités, etc. C'est plus facile d'admettre ça quand tu t'imagines avoir un enfant. Tout à fait. Mais c'est pareil pour un couple, en fait. Ouais. Parce que comme un couple, c'est la création d'une troisième entité, comme un enfant, ça génère les mêmes zones de frottement et donc de différence, quoi. Ouais, ça me rappelle, on va en parler, même si on voulait en parler dans le prochain épisode aussi, mais c'est cette idée de la triangulation. Oui, alors vas-y. Tu vois, mais c'est-à-dire que... Je sais pas si tout le monde comprend. Oui, mais t'as père, mère, de façon symbolique, père, mère, enfant, et l'enfant est à sa place quand il est pas utilisé par l'un des deux parents comme comme un moyen justement d'utiliser l'enfant et le mettre dans la relation entre père et mère. Par exemple, tu vois, c'est le cas de certaines mères qui par exemple qui refusent toute intrusion du père dans le cocon mère-enfant, et qui utilisent du coup l'enfant qui le mettent à l'intérieur de la relation entre le papa et la maman, et l'idée c'est que l'enfant peut grandir de façon plus sereine quand il est à sa place d'enfant, c'est-à-dire quand il est dans un triangle entre le père et la mère. Et ça me faisait penser à ce que tu disais dans le couple aussi, c'est qu'il y a alors pas forcément père et mère, on pense aussi à le couple inclut plein d'autres formes de types de couple, on pense au couple homosexuel ou voilà, bien sûr, mais cette idée que cette troisième entité là, c'est comme une instance régulatrice. On n'est plus simplement on est plus simplement deux, tu vois, un truc dual où chacun se tire la couette pour savoir qui c'est qui va avoir le plus de trucs. Mais cette idée qu'il y a un moyen terme, un troisième terme en fait, qui vient médiatiser la relation que peuvent avoir. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un moyen. Alors je l'explique pas encore, je le vois pas encore clairement, mais j'ai l'intuition que c'est un moyen justement de sortir des guéguerres de territoire dont tu semblais commencer à parler, d'avoir ce troisième terme là qui est la maison couple, qui est une espèce d'entité en plus que simplement toi plus moi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc l'enfant cristallise cette troisième entité. L'enfant cristallise ça, mais alors qu'elle devrait devrait déjà être là avant. Et ça peut être très régulateur de se dire là on fait exister ensemble un troisième truc, on n'est pas seulement toi ou moi. Et j'ai l'impression que ça c'est peut-être un truc qui aide à passer le problème de tolérance aux frustrations qu'on peut avoir dans beaucoup de couples, c'est-à-dire cette idée de mais on fait ça pour quelque chose d'autre. C'est pas seulement, il n'est pas question de toi ou de moi là. Il y a quelque chose, il y a un troisième terme, il y a quelque chose qui est. Et peut-être que c'est compliqué aussi de faire ça dans une société qui a plus de relations au sacré. Parce que j'ai l'impression que ce troisième terme, il y a quelque chose de... La maison au-dessus, là. Ouais, la maison au-dessus, il y a moi, ce qui m'aide un peu à faire ça, c'est aussi la dimension... C'est la perception de me dire qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans. Il y a quelque chose de plus que simplement Anna et moi. Il y a ce qu'on crée à deux et qui est de l'ordre qui est très spirituel. Tu vois, qui est, ça l'est, puisque c'est toujours une redite de l'origine. Ouais.
puisque le couple, c'est l'origine. À partir du moment où il y a un couple, il peut y avoir une troisième entité et donc une création, quoi. En fait, seul, tu fais rien et c'est à partir de deux que tu commences à pouvoir créer quelque chose. Ouais. Donc deux qui dit deux dit la différence, quoi. Si c'est du même, si c'est moi plus moi, ça fait rien du tout, quoi. Ouais. Ça fait que du moi, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que effectivement cette troisième entité, elle peut servir de soutien ou de sol sur lequel tu peux t'appuyer, ou effectivement de toit sous lequel tu peux t'abriter, qui est un peu une sorte de loi ou d'autorité. Mais effectivement, il y a beaucoup d'enfants sur lesquels on a cristallisé effectivement ce qu'il n'y avait pas forcément dans le couple avant, c'est-à-dire la structure, quoi. La structure et le ciment du lien, quoi. Ouais. Parce que là, on parle du lien au final. Hein. Ouais. Et c'est ce lien qui, je dirais, est l'essence de la troisième entité, quoi. Ouais. Tu vois, c'est encore autre chose. C'est comme il faut vraiment le voir comme une maison dans laquelle est-ce que notre maison, c'est juste j'ai ramené mes affaires et t'as ramené tes affaires. Ouais. Ouais. Ou est-ce qu'on est allé au marché, qu'on a regardé, on a vu ces fruits et légumes, on les a achetés ensemble parce qu'on avait envie de manger ça, ou alors on a fait une brocante et on a vu cette horloge que j'aurais jamais acheté tout seul et toi non plus et machin. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est ça. C'est créer une nouvelle maison ensemble. Et sans ce couple, j'aurais jamais acheté ce truc-là. Ouais. Ou jamais ramené ça chez moi, ou tu vois. Donc malheureusement pour l'enfant, effectivement, il y a beaucoup de couples qui se reposent sur l'enfant ou les enfants comme une espèce de compensation du manque de lien. Ouais. Ouais. Parce que souvent, du coup, il y a beaucoup de parents, on va dire, qui font des enfants alors qu'ils n'étaient pas en couple. Ouais. On en revient à la question du début, c'est-à-dire à quel moment on est en relation, à quel moment on est en couple. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais un enfant que tu es en couple. Ouais. La preuve, c'est qu'il y en a plein qui se séparent une fois qu'ils ont un enfant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu avais partagé justement une story à un moment où tu m'avais tagué dessus sur Instagram de Robert Neuburger, qui disait justement ça. Il s'agissait exactement de ça. Qui disait qu'il y avait lui il réglait le problème en 3 secondes en disant mais de toute façon vous n'avez pas de problème de couple puisque vous n'êtes pas en couple. Mais bon, lui avec l'expérience que tu peux te permettre de dire. Ouais, tu te permets pas de dire ça au début. Mais il y a vraiment une part de vérité là-dedans. Il y a une part de vérité. Bah c'est en tout cas le couple dans sa perception à lui. Ouais. Oui. Ouais. Mais pourquoi alors ça c'est une question qui tombe un peu comme ça, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait quand on veut se mettre en couple? Pourquoi il y a autant de gens qui veulent se mettre en couple du coup, si c'est si compliqué? Je crois qu'on avait déjà répondu un peu à cette question la première fois. Je me souviens plus. Bah le sacré. Pour moi, c'est le sacré qu'on cherche. C'est-à-dire, le sacré, c'est autant là-haut, si tu veux, ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a là-haut, que au tréfonds du bas dans les origines, quoi. C'est quoi? C'est l'amour? C'est Est-ce que le couple... C'est le soi, si on parle de psychanalyse jungienne, mais c'est la totalité, en fait. C'est même pas la totalité, c'est le rappel de la totalité, quoi. En fait, quand on est en couple, on fait que se souvenir. On fait que tu sais, ce truc où tu as l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Alors qu'on vient de se rencontrer, bah, c'est ça le rappel. En fait, ça te rappelle quelque chose, mais parce que ça te rappelle quelque chose du soi qui est donc le tout, qui est donc le un, et qui fait que nous, si on vivait le un, on pourrait pas être vivant, on pourrait pas être là. Parce que s'il y avait que un, il y aurait tout. C'est à partir du 2 que ça devient séparé et que du coup, tu peux avoir conscience de quelque chose et que tu peux faire l'expérience de quelque chose. En fait, dans beaucoup d'écrits, le vivant, c'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même. Oui. Donc, nous, on pourrait imaginer qu'on n'est que des petits bouts de ça, de l'énergie de vie, du vivant, et que du coup, on ne fait que faire l'expérience de nous-mêmes. Mais dans différentes situations. Et le couple, pour moi, permet finalement, si on veut bien traverser les crises, parce qu'en fait, ce sont aussi des crises de passage, ce sont des crises d'ego, ce sont des crises existentielles que traverse le couple. Et le couple en plus avec un enfant ou des enfants, ça rajoute cette dimension. Bah du coup, en fait, moi, il y a plein de trucs que j'étais pas avant d'être en couple parce que je savais pas que je l'étais. Donc le couple m'a rappelé ça, ou mon enfant m'a rappelé ça.
me l'a rappelé dans le sens où comme on vient du 1, tout est déjà là, et du coup, comme on est dans un monde séparé, donc dit duel, on est obligé de faire des expériences les unes après les autres. On peut pas faire l'expérience du tout d'un coup en même temps. On pèterait se contenter, ils sont à l'hôpital psychiatrique, quoi. Donc, pour moi, il y a cette dimension-là, en fait. On se cherche, mais c'est un se avec un grand S, quoi. Ouais, on cherche à exister à travers le couple. C'est je se cherche. Ouais. Même si je suis plus précis que ça. Ouais. Mais c'est en lien du coup avec quand même ce truc-là, parce que quand t'es en couple, t'as envie d'aimer, t'as envie d'être aimé. Ouais. Ça, c'est la dimension de l'attachement, c'est la dimension peut-être un peu plus développementale, un peu plus reliée justement à comment tu as appris à être aimé ou à ne pas être aimé en tant qu'enfant avec tes parents ou avec tes figures d'attachement. Mais je crois que l'amour dont tu parles, c'est surtout à l'endroit où justement il y a plus de frottement, quoi, tu vois, où il y a plus de, et donc là, à l'endroit où il y a plus de différence, quoi. Mais pour ça, il faut passer par de la différence, et donc pour ça, il faut passer par des crises et des choses à traverser qui se frottent, quoi, les unes avec les autres, quoi. Et c'est ça dont on veut plus aujourd'hui. On voudrait que tout soit fluide. Ouais. Que tout se passe bien, que tout rentre dans nos cases, en fait, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, quand moi j'ai des gens qui me consultent parce que ça fait des mois ou des années qu'ils sont célibataires ou qu'ils font des rencontres qui donnent rien, on se rend compte que c'est du oui mais de partout, en fait. Donc du non. C'est-à-dire, tu peux. Tu peux donner des exemples concrets. C'est je veux être en couple, mais je veux garder ma liberté. D'accord. Je veux être en couple, mais je suis bien chez moi. Je veux être en couple, mais je veux continuer à faire mes activités sans que ça change rien. Je veux être en couple, mais je veux pas nourrir le patriarcat et donc je veux que cet homme il soit déconstruit. Je veux être en couple, mais je veux un enfant. Et je veux un enfant. Et donc du coup, ça devient rédhibitoire si le mec sait pas sur le moment. Ouais. Alors qu'on peut ne pas savoir au début, tu vois, surtout au début d'une relation. Enfin, t'en as plein des oui mais. Ouais, mais j'ai l'impression en fait qu'on se pose beaucoup de questions. Mais tu te poses beaucoup de questions parce que à nouveau, comme il n'y a plus cet entourage, c'est ça, familial, communautaire, du village ou voilà, comme il n'y a plus ou même de réseau d'amis, pour beaucoup de gens en fait, qui finalement les amis se posent les mêmes questions, donc du coup ça te donne pas beaucoup de recul, que des réactions mais pas beaucoup de recul. Justement, c'est ça qui fait que tu te retrouves à effectivement à devoir entre guillemets solutionner seul cette situation. Et parfois même choisir par dépit. Alors qu'on peut pas apprendre à être en couple seul. Ouais. Si vous voulez apprendre à être en couple, mettez-vous en couple, n'importe lequel, on s'en fout. Ah ouais, carrément. Mais oui. Mais c'est comme. C'est vrai que c'est dans l'expérience. Tu veux faire du sport, fais n'importe quel sport, on s'en fout. Oui, fais du sport. Ouais, c'est vrai. Et tu verras après, ça va s'affiner. Et tiens, j'ai remarqué que finalement, un mec qui est végétarien et moi qui aime la viande, on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est pas si rédhibitoire que ça. On arrive à bouffer ensemble quand même, aller au resto de temps en temps. Et puis sinon, chacun son assiette, y a pas de souci. Mais si toi, t'es persuadé que si le gars est végétarien, ça va pas coller. En fait, sans en avoir vraiment fait l'expérience jusqu'au bout, c'est que la théorie, quoi. En fait, c'est que de la spéculation, quoi. Tu vois, et les gens ils réfléchissent dans le vide, ils réfléchissent pas à partir d'une expérience. Alors parfois si, parce qu'elle est traumatique. Donc du coup, il y a un chat échaudé craint l'eau froide. T'as plus forcément envie de revivre 2 fois la même expérience traumatisante, ce que je comprends. Sauf que déjà en vivant ça, il la reproduit en général. L'évitement. Oui. Et en plus de ça, en fait, on peut pas apprendre à être en couple théoriquement, quoi. Ouais. Ouais, c'est mais ça, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait parlé de ton passé amoureux. Ouais. Et on avait vu que t'as pas mal pratiqué le couple. Oh là. Mais moi aussi, en vrai, c'est ça, je me suis rendu compte de ça. Et c'est vrai que j'ai quand même pratiqué. Alors, moi, non, je ne reconnais pas. Ouais. Mais après, toi, j'ai l'impression que tu viens aussi d'une famille qui est très unie, très. J'avais un modèle, disons, qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Effectivement. On sent une chaleur dans ta famille, un truc qui est hyper accueillant et qui est. Effectivement, j'ai déjà fait l'expérience à travers mes parents du couple qui fonctionne en fait. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que il y a la
personne avec qui vous pouvez être en couple n'existe pas a priori. On la fabrique, la personne avec qui on est en couple. Wow. Mais quand on dit du coup, tu peux pas te changer l'autre, c'est quoi le... Ça va au-delà de ça, ce que je suis en train de dire. Je veux que tu creuses. C'est hyper intéressant. Je veux bien savoir du coup. La dopamine d'un coup. Mais non, mais en fait, c'est que on est vraiment à l'endroit du choix et de comment je vais fabriquer mon couple et donc comment je vais fabriquer la personne avec qui je vais faire couple, quoi. Fabriquer, mais dans le sens où il y a une partie qui est que je peux, en fonction de ce que je perçois, de ce que je veux, de ce dont j'ai envie, de mes besoins, etc., décider quelque part de mettre cette personne à cette place-là ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on est hyper sensible à plein de critères, genre le gars mange pas de viande, merde, ça va être un problème. Alors qu'en fait, c'est... il y a des tas de choses comme ça, comme ce que je viens de dire. En fait, c'est juste changer notre regard. Dont on peut passer au-dessus. Ouais. En fait, on s'arrête sur des détails comme ça, alors qu'en fait, dans ton quotidien, c'est complètement dépassable. En fait, c'est même pas une question, quoi. C'est même pas le problème, c'est même pas le sujet. Et donc quand je dis qu'on fabrique la personne avec qui on est en couple, ben, ça veut dire que du coup, l'autre aussi fait ça avec toi. C'est pour ça que de croire que la personne préexiste avant, et que du coup, ça veut dire que si elle préexiste, il faut que je sache ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai envie, et que cette personne, si elle arrive à se décrire de telle manière, ben du coup, elle va probablement cocher des cases. C'est une illusion. Parce qu'en fait, le couple, c'est pas un truc qui préexiste avant. Le couple, il se fabrique tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je fabrique mon couple de la manière dont je la vis avec la personne. Et en fonction des petites orientations et des petits choix que je fais toute la journée, est-ce que je lui laisse cette part de gâteau ou est-ce que je la mange ? Est-ce que là, on est un peu décalé ce midi, est-ce que je fais à manger pour deux ou est-ce que je fais juste un truc dans mon coin ? Tout le temps, ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a un comportement qui est mieux qu'un autre, ça veut juste dire qu'à chaque moment, tu es en train de fabriquer ton couple et donc l'autre. Parce que d'un coup, si je fais... Regarde, par exemple, je ne fais pas à manger pour l'autre le midi parce que je sens que j'ai pas le temps, que ça va me demander trop de temps. Je vais juste me faire réchauffer un truc vite fait, etc. Ok, bon, donc ça peut orienter moi dans le couple comme quelqu'un qui pense qu'à ma gueule. Ce qui fait que l'autre, ça veut dire que l'autre, ça fait de l'autre quelqu'un qui est délaissé. Mais je peux aussi très bien dire, ok, en fait, là, je m'autorise à penser à moi et donc à optimiser mon temps pour pouvoir peut-être même avoir le temps de faire une sieste après. Ça, c'est mon vécu de tous les jours. Tu vois, des fois, je calcule le temps que j'ai pour manger pour savoir si je peux faire une sieste pour faire un reset au milieu de la journée avec les thérapies. C'est un peu nécessaire. Et dans ce cas-là, l'autre, finalement, je fais d'elle peut-être quelqu'un qui va aussi pouvoir se sentir libre de pas tous les midis penser à moi alors qu'elle a pas le temps. Mais tellement. Donc en fait, tu vois, je veux dire, et là je t'en ai sorti que 2 des versions, mais tu peux en avoir d'autres. Une infinité. Donc en fait, c'est ça la fabrication du couple en fait, au quotidien. En fait, on se construit dans l'expérience qu'on fait du lien avec l'autre. Ouais. Et alors que notre société et des choix qu'on fait dans le cadre de la relation. Oui. Et alors que notre société aimerait nous inculquer en permanence qu'on se construit en fonction de nous. Et que c'est-à-dire de comment j'influe par ma volonté sur ma propre individualité, en devenant une meilleure version de moi-même, en travaillant plus ou en gagnant plus ou en je sais pas, en faisant de la chirurgie esthétique. Là, j'ai vu The Substance, tu vois. Il paraît qu'il est un peu gore. Non, ça va. Pour qui aime la viande, ça va. Voilà. Mais oui, c'est tous ces aspects-là en fait qui rentrent en jeu, quoi. Donc en fait, il y aurait presque cette idée d'oser le lien. Il y a un truc d'oser le faire, c'est une espèce de saut dans le vide. Moi, je le vois vachement par rapport à un truc que je vis aussi de reconversion professionnelle. Ouais. Et tu sais, où tu n'as aucune certitude de rien, mais tu te lances quand même. Ouais.
Et moi, ça fait, je commence à devenir un habitué de la reconversion professionnelle. Ça fait 2-3 fois que ça m'arrive et tout. Il faudrait arrêter de dire reconversion. Ouais, c'est exactement. Le mec bosse pas. Ouais. Le mec bosse pas. Il trouve des hobbies, de temps en temps ça arrive, de temps en temps ça paye. C'est ça. Bon, voilà. C'est vrai, hein, c'est un peu Je ça. dis encore parce que c'est le terme approprié, mais Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. genre. Tiens, ça paye, ça me fait S'agirait marrer. de se Ok. poser. Bon, bah voilà. Mais tu sais, le truc à la fin, c'est un muscle. Et en vrai, il suffit. Alors, c'est un bien grand mot, suffit. Mais parfois, il suffit juste d'oser se lancer dans le truc, quoi. Et tu te lances, t'as l'impression que c'est un gouffre. Et en fait, t'es rattrapé parce qu'en fait, t'as des gens autour qui disent ah, c'est bien ce que tu fais, en fait, c'est cool. Ouais. Et je sais pas, moi je mets ça en parallèle, c'est oser en fait. Il y a un truc d'oser se lancer là-dedans. Ça me fait penser à un truc qui est important qu'on n'a pas dit, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient répondre ça, c'est qu'on n'a pas parlé du sentiment amoureux. Ouais. Le fait d'oser, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qu'on fait de bah oui, mais on contrôle pas si on tombe amoureux, si on tombe sous le charme, si oui. tu vois, s'il y a une espèce de crush comme ça, soudain, ou avec la personne, ou d'un coup il y a un feeling. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire oui, ok, de se lancer dans n'importe quel couple, d'accord, mais enfin on maîtrise pas qui on aime et le problème, c'est que en fait, tout le monde s'arrête sur ce tout premier sentiment amoureux, qui est de tomber amoureux, qui est juste une énorme projection qui fait qu'on se coupe en deux, c'est-à-dire en la meilleure version de soi-même qu'on pense pouvoir présenter à l'autre. Ouais. Et surtout, on fait ça avec l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour tomber amoureux, de ne voir qu'un objet partiel, c'est-à-dire en psychanalyse, donc c'est un autre, mais qui n'est que dans une version qui m'arrange. C'est pour ça qu'on se trouve plein de points communs au début. Hein. Bien sûr. Tu fais pas gaffe à quand il dit non mais moi j'aime pas quand c'est salé et toi quand c'est sucré et machin, tu fais juste gaffe à ouais toi aussi t'aimes manger. Ouais. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Mais peut-être on va pas manger la même chose, pas en même temps, et tu vois, et que l'autre va pas du tout aimer ce que je vais lui proposer, etc. Mais au début, on est obligé de faire ça. Ouais. Donc en fait, ce jeu de fusion et de projection, qui sont les deux faces de la même pièce, du coup en Gestalt on appelle ça la confluence. C'est vraiment ce que les gens finalement nomment comme le critère qui va faire qu'ils vont choisir cette personne-là ou pas, parce qu'elles vont tomber amoureuses ou pas. Alors qu'en fait, ce n'est ni le couple, ni l'amour. C'est peut-être que quelqu'un qui travaillerait en neurosciences dirait que c'est tout un tas de biais cognitifs, quoi, tu vois. C'est pas ça, justement, la relation amoureuse ? Juste la relation ? Ben si, je pense que si. La relation amoureuse, quand elle est pas encore de l'ordre du couple, c'est ça. Elle, effectivement, la dominante, c'est ça, c'est le système de fusion et de projection qui fait que soit on fusionne et que on s'aime que quand on a l'impression de se voir dans les yeux de l'autre et que on aime les mêmes trucs et que ou par un système de projection et d'idéalisation, c'est-à-dire que parfois on met l'autre aussi à un endroit qui nous arrange bien, qu'on a besoin d'admirer, etc. Et par la même occasion qu'on évacue toute différence, toute défaut, toute nuance, toute chose qui pourrait finalement nous éloigner de ce principe-là de fusion et de projection, quoi. Et c'est pour ça que les gens se prennent le mur au bout de 3 ans, c'est ça, l'aventure 3 ans. 3 ans apparemment. Au bout de 3 ans, au bout de 3 mois, parce qu'au final, c'est ça qui se produit. C'est le mur des projections s'effondre. Et d'un coup, effectivement, ça fait bizarre parce que t'as l'impression que l'autre devient juste tout ce que je déteste, quoi. Ouais. Ça va plus du tout. Tu vois, c'est ces crises-là, en fait, quoi. Mais ça, le problème, c'est que beaucoup de gens qui s'arrêtent là, à ce moment-là. Et c'est ça qui fait que ça fait pas couple. C'est que si vous traversez pas ce moment-là, ben, vous saurez jamais. En fait. Et après, peut-être qu'on pourrait dire, en m'écoutant dire ça, que bah oui, mais bon, combien de temps on reste dans la merde jusqu'à savoir quand est-ce qu'on se sépare, combien de temps on s'engueule, combien de temps il faut tenir, est-ce qu'il faut vraiment tenir le coup parce qu'au final, ça se trouve, c'est juste pas, ça marche pas. Mais dire ça, c'est encore imaginer qu'il y a un couple qui existe a priori. C'est encore imaginer qu'il y a une version du couple qui devrait marcher et l'autre pas marcher. Tu vois ? Alors qu'en fait, quand tu te poses la question de est-ce que ça vaut le coup qu'on reste ensemble ? Est-ce que ça vaut le coup qu'on s'engueule encore et qu'on soit en conflit encore ?
c'est comme s'il y avait un couple qui existait, un couple idéal qui existait, tu vois, en amont de ça, quoi. Tu vois, alors que c'est pas le cas. C'est là, ça va pas, et là, il y a ça en conflit. Et puis, tu as différentes possibilités pour que ce couple-là soit différent demain. Mais il n'y a pas de couple... Il n'y a pas d'idéal préexistant, quoi. Mais quand même, j'ai l'impression, tu vois, quand ce truc-là où tu disais, il y a les premières crises qui arrivent, etc. Et c'est là où on se pose des questions, etc. Oui. Il y a quand même des phases dans le couple, enfin dans la construction du couple. Et puis j'ai l'impression aussi, souvent, les raisons qui nous poussent à nous mettre avec quelqu'un, ça peut aussi être les raisons ensuite qui sont déterminantes dans la fin de la relation. Il y a beaucoup de gens qui se séparent pour le premier truc qu'ils ont aimé chez l'autre. C'est ça. ou alors des choses qu'on avait constatées, mais on avait mis des œillères un peu. Alors qu'en fait, à la fin, on se dit ça marche pas. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui était là depuis le début, mais qu'on n'avait pas voulu voir. Mais ça passe. C'est ça. Ça passe, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu vas y être confronté et que ça va être le gros camion à prendre dans la gueule. Et après, à voir si tu t'en sors ou si tu traverses ou pas, quoi. Mais du coup, ça veut dire un truc intéressant par rapport à ce qui fait pas couple ou au non-couple. C'est l'endroit où le choix du couple au départ, c'est le choix de quelqu'un qui nous protège de nous-mêmes. Dans le sens où il nous protège des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas encore assimilées ou que nous n'avons pas encore acceptées de nous-mêmes. C'est pour ça que du coup, elles sont projetées. Puisque vu qu'on les a pas acceptées, elles sont projetées sur l'autre. Et vu qu'elles sont projetées sur l'autre, du coup, l'autre devient celui que j'aime pas. C'est plus facile que de voir chez soi quelque chose qu'on a du mal à admettre. Et donc, c'est pour ça que cette étape, elle est importante, quoi. Mais tu vois, j'ai l'impression, là, on parle d'un truc qui est très intéressant, c'est cette idée de rester en lien malgré les crises et de traverser les crises en conservant le lien. Ça me parle beaucoup, cette idée-là, mais j'ai l'impression aussi, pour prendre une optique un peu plus, pour dézoomer un peu et me placer encore d'un point de vue sociologique, tu vois, j'ai l'impression que cette capacité justement à garder le lien malgré la crise, c'est aussi un truc qui est vachement transgénérationnel, en tout cas acquis. J'ai l'impression que quand t'as grandi, alors je dis pas que c'est systématique, mais quand t'as grandi avec par exemple un système familial dans lequel on pratique ça, c'est-à-dire on reste ensemble malgré les crises. J'ai l'impression que ça influe énormément sur ta propre capacité à tenir cette position-là. Et peut-être aussi une des difficultés majeures des gens justement à faire couple aujourd'hui, c'est peut-être aussi qu'on est une génération, là, la génération de nos parents, c'est une génération d'explosion du divorce aussi. Où je sais plus quelles sont les statistiques, mais t'as, je crois, un couple sur deux aujourd'hui qui vit pas avec un enfant sur deux aujourd'hui qui vit pas avec son père biologique, par exemple. Donc c'est quand même en termes de modèle en fait alors il s'agit pas de dire c'est bien ou mal, je me place pas du tout dans une optique manichéenne parce que je pense qu'il y a à plein d'égards le couple s'est ouvert à plein d'autres influences et ça s'est dérigidifié, mais le fait est que je pense que c'est pas anodin non plus justement le fait qu'on baisse les bras après un peu de difficulté. J'ai l'impression que c'est aussi lié à ce qu'on disait au début, tu sais, sur le couple et la famille se sont dissociés, du coup maintenant le couple est une entité à part et on peut très bien avoir une famille sans être en couple, tu vois, et du coup je pense que ça a un lien en fait. Oui, après le lien il est étranger, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, en fonction du modèle parental et du couple parental que tu as reçu, ça raconte pas la même chose. Après, il y a des personnes qui vont avoir énormément de pression à se mettre en couple parce que leurs parents se sont jamais séparés et que ça fait 60 ans qu'ils sont en couple. Ouais, tout à fait, bien sûr, tu parles le truc inverse. Moi, j'y arriverai jamais, clairement. Tu vois, tu peux avoir des personnes qui, effectivement, se cherchent au niveau du couple et qui ont des difficultés pour ça parce que, il y a eu un couple parental qui était chaotique, ou ils ont divorcé, ou moi j'entends des gens dire mais je sais pas ce qu'ils font encore ensemble aussi, tu vois, quand ils parlent de leurs parents. Bon, ça veut dire qu'ils ignorent aussi le mystère du lien. Peut-être qu'il y a quelque chose que ces personnes ne voient pas aussi chez leurs parents et qui appartient à l'intimité des parents et ça leur appartient. Mais
C'est pas le couple à tout prix. C'est pas, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on est obligé d'être en couple pour être épanoui. Mais par contre, c'est comme effectivement faire un enfant, ou même j'ai presque envie de dire faire une thérapie, c'est que c'est pas rien. C'est pas... je sais pas comment dire ça. C'est vraiment du travail. C'est pas... ça peut pas être juste un hobby. Ça peut être juste un hobby d'être dans des relations amoureuses ou sexuelles et d'avoir une intimité. Et il y a des gens, j'imagine, qui vivent très bien comme ça. Tu vois, sans plus. Mais par contre, imaginez que le couple, c'est l'endroit où de l'épanouissement qui fait que ça va être fluide pour moi, qui fait que ça va être enfin, je vais pouvoir me réaliser, etc. Oui, mais c'est pas sans travail, quoi. C'est pas le processus, il est pas facile, quoi. Donc, et je pense que ça aussi, c'est un gros oui, mais. J'ai envie d'être en couple, mais j'ai pas envie de galérer, quoi. J'ai pas envie de m'engueuler pour des conneries. J'ai pas envie de négocier pour je sais pas moi, la répartition des activités dans la semaine. J'ai pas envie je sais pas moi de négocier pour où est-ce qu'on part en vacances. Et donc, alors que c'est précisément à l'endroit de l'anecdotique et à l'endroit du banal et à l'endroit du quotidien et du tout à fait normal que ça se joue, quoi. Sinon, ça fait un couple qui, effectivement, n'habite pas ensemble, ou en tout cas une relation amoureuse dans laquelle les deux personnes n'habitent pas ensemble, et elles ne font que garder, tu sais, ces relations où ils gardent que ce qui est bon. Oui. Donc on se voit que pour les bons moments, on se voit pour sortir, pour partir en vacances, pour aller au resto, coucher ensemble, dormir ensemble de temps en temps, mais sinon moi j'ai ma vie, mes amis, mon boulot, ma famille, mon machin. Ça typiquement ça s'appelle du clivage, quoi. C'est-à-dire que du coup j'ai fragmenté ma vie. Et cette personne-là, en fait, je ne pourrais pas supporter de l'imaginer autrement que dans un idéal. Donc il y a aussi le renoncement à cet idéal, quoi. Et c'est ça probablement qui est le plus difficile. Ouais. C'est de choisir alors que c'est pas le mieux. Ce qui est l'inverse de la tendance du jour. La tendance du jour, c'est si tu peux trouver mieux, vas-y. Hein. Si tu peux faire mieux, vas-y. Tu vois, le job, la nana, la bagnole, le pays, l'appart, le machin, le truc, tu vois. Et c'est pas juste se contenter, c'est juste que, en fait, c'est très relatif, quoi, cette notion de il y a toujours mieux ailleurs, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça, ça a peut-être aucun rapport, moi j'en vois un. On a vu un film récemment qui nous a bouleversés, tu te souviens ? C'était lequel ? Le film de Wim Wenders. Perfect Days. Ah oui, Perfect Days. Ah, je sais pas si je l'ai vu. C'est le dernier film de Wim Wenders. Je sais pas. Tu vois, voilà. Super, qui se passe au Japon. Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est vraiment un film sublime. Okay. Et en gros, c'est l'histoire, c'est simplement un mec qui nettoie les toilettes publiques de Tokyo. Ok. Et pendant tout le film. Voilà. Et c'est ça. Et puis, waouh. Ouais. C'est ça. Et puis il lui arrive des petites aventures humaines, tu vois. Et c'est quelqu'un qui se contente de vivre sa vie jour après jour, avec ses petits rituels, jour après jour. Il fait son taf et il s'accorde des petits moments de contemplation et de beauté dans les petits parcs à Tokyo, tu vois. Et c'était un film qui m'a... Tu vois, parce que souvent, tu vois, on veut regarder des films le soir, on regarde Netflix et tout, et tu sais, t'as toujours ce truc dans les grosses productions hollywoodiennes où t'as le parcours initiatique du héros qui finit par triompher et tout ça. Et là, putain, ça fait tellement du bien de regarder un film où le mec est la personne la plus lambda que tu pourrais jamais rencontrer, et où tu vois un morceau d'humanité juste magnifique, qui s'épanouir à l'intérieur d'un cadre qui est le truc le moins sexy que tu peux imaginer dans notre société actuelle, tu vois. Et de voir que la beauté peut éclore à cet endroit-là. Et je sais pas, ça m'a rassuré de voir ça. Ah bah écoute, ça me donne envie de le voir. Parce que c'est beau, en fait. C'est beau, c'est vraiment beau, quoi. Et c'est pas faux, parce que c'est pas idéalisé, tu vois, que le mec souffre, qu'il est rattrapé par son passé. Mais pour lui, c'est sacré de nettoyer des chiottes. C'est ça. Tu vois, et ça me fait penser à ça, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais mais c'est ça à deux. Ouais. C'est ça à deux. C'est ça qui devient compliqué. Ouais.
Mais je pense que si chaque personne du couple peut accéder à cette présence, parce que pour moi c'est ça, c'est de la présence, parce que tu nommes de ce monsieur-là, moi j'ai ça avec le balai. Okay. Je peux passer le balai tous les jours et être présent au balai, quoi. Non, mais vraiment, il y a un truc jouissif pour moi dans passer le balai, quoi. D'avoir toutes les petites miettes qui sont amassées à un endroit. T'as réuni, tu machin, tu tac, et puis après tu prends la petite raclette. Et ben, je pense que si t'arrives, tu vois, dans ta relation, à ce que chaque personne ait ces autres endroits-là de présence à soi, et surtout de temps pour soi, parce que ce fameux temps pour soi, il est très rare au final. Hein. Le temps pour soi, c'est vraiment un temps où tu dois rien à personne. La définition, c'est ça. C'est-à-dire que si tu es là uniquement pour toi. Et ça, dans la vie de couple ou dans la vie de famille, c'est pas facile à vivre. Donc, mais c'est essentiel. Donc de temps pour soi, moi ça peut être effectivement aller au sport, faire la course à pied, passer le balai, voilà. Il y en a, ça va être cuisiner, méditer, lire. Mais en général, c'est quand même des temps qui effectivement amènent à quand même un état méditatif, mine de rien. Il y a un changement il y a une modification de l'état de conscience à ce moment-là. Je pense qu'il serait perceptible si on avait des capteurs sur le cerveau. Je suis sûr qu'au moment où je passe le balai, mon cerveau il est beaucoup plus tranquille, il est beaucoup plus calme et du coup beaucoup plus ouvert, quoi. Moi j'ai besoin de ces petits temps où je suis toute seule à la maison, par exemple. Il n'y a aucun bruit. Ça me fait du bien. C'est silencieux, donc. Ouais. Non pas que j'aime pas ta présence, hein, mon amour, hein, mais c'est vrai que les fois où je suis toute seule à la maison, des fois ça me fait du bien. Ouais. Je peux faire, je sais pas, je peux être en silence, je peux faire de la musique, je peux, je sais pas. Ouais. Toi, c'est quoi tes petits moments je pense que j'en ai pas assez. C'est pour ça que je me suis remis je me remets à méditer un peu. Si moi, tu poses la question. Surtout si tu fais une activité thérapeutique. Ouais. Après, tu verras qu'on peut méditer en séance. Ouais. Parce que ça fait ressurgir justement cette nécessité de prendre des moments pour se poser et simplement être, quoi. Simplement être. Oui, c'est ça. Tu crois que le mec il nettoie les choses, c'est-à-dire qu'il est en action, alors qu'en fait il est dans son flow, quoi, vraiment. Ouais. Et ça aide, je pense, à... Tu vois, c'est pas du tout la même chose que de chercher effectivement à conformer l'autre ou à... C'est beaucoup moins volontaire. Je pense que quand ça commence à être trop volontaire, que ce soit un individu seul ou que ce soit un individu en relation qui tente d'être en couple, moi c'est ça, c'est que je vois beaucoup de gens volontaires, quoi, tu vois, des gens volontaires et seuls. Je veux ça, je sais que je veux ça, je veux pas ça, etc. Ouais, c'est bizarre, mais l'environnement te renvoie aucune réponse quand même. Hein. Enfin, tu vois, il y a très peu finalement de choses dans ton environnement qui pourraient correspondre et répondre à cette manière-là de sentir et de communiquer et de percevoir, quoi. D'où vient la volonté ? L'ego. Il y a que l'ego qui veut. T'as remarqué quand même que quand t'es bien, c'est quand tu veux rien, parce que t'as besoin de rien. Donc pour moi, c'est vraiment aussi quand on parle d'individualité, d'individualisme aujourd'hui, moi il y a vraiment effectivement ce côté narcissique qui est encore autre chose. Hein. Le narcissisme, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire quand même pour avoir une image de soi qui est soutenante. Et le problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, tout tourne autour de ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même plus une image qui est soutenante, c'est une image qui doit correspondre à un idéal même. Et c'est ça qui est problématique, encore une fois. Hein. Le truc qu'on a perçu le plus là pendant la retraite sur 4 jours, c'est vraiment l'idée du renoncement, quoi. Et ce qui fait que déjà, si toi tu arrives à renoncer au fait finalement de chercher à être ce que t'es pas, tu vas déjà moins le demander à l'autre. Parce que c'est ça qu'on demande à l'autre aussi. Hein. C'est aussi d'être rejoint, tu vois, de dire vas-y, mais pense comme moi, sois comme moi, aime comme moi, etc. Donc on revient sur l'idée de la fusion et de la projection, parce que ça va être un moment où on va effectivement demander à l'autre d'être ce qu'on n'est pas, quoi. Ouais.
Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est très difficile. On en revient peut-être Au travail du couple. Mais au premier sujet qu'on a abordé sur la perte de repères, c'est-à-dire que c'était peut-être plus facile de renoncer quand il y avait un idéal social, religieux peut-être aussi, qui te rattrapait dans ton renoncement. Tu vois, je pense comme ça de façon spontanée. Par exemple. En fait, non, je pense que là, je suis désolé, je te coupe parce que je pense que la grosse différence, c'est que les gens cherchaient pas à être heureux avant. Ouais. Ah. C'est tout. Vu que l'angle c'est pas le bonheur, bah je vais me marier, je vais faire des gamins parce que c'est ce qu'on attend de moi. J'ai un job, ce sera toujours le même toute ma vie, mais au moins j'ai un job. Tu vois, c'est à partir du moment où il y a eu les guerres et l'après-guerre et les crises industrielles, etc., qu'il y a commencé à avoir l'idée du bonheur individuel. Mais c'est ça qui flingue tout en fait. C'est pas une question parce qu'il y en a des personnes qui se sont mariées ou qui ont été mariées de force et qui ont vraiment été malheureuses. Bien sûr. Mais elles ont été malheureuses et elles ont quand même survécu. Parce que l'idée du bonheur, c'était pas forcément la priorité. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, en fait, si l'autre commence à faire autre chose que de me rendre heureux ou heureuse, il dégage. Ça pose véritablement une question est-ce que le bonheur est un idéal souhaitable pour une société, du coup? Ça pose cette question-là. Tu vois? Faudrait déjà le définir. Ouais, mais tu vois, cette idée qu'il faudrait se sentir mieux. T'as raison, il faudrait définir le bonheur. Pour moi, en fait, il y a une confusion entre l'idée du bonheur et l'idée de la réalisation de soi, de l'absolu. En fait, pour moi, le bonheur, il est important, mais c'est pas un absolu. C'est-à-dire que c'est pas ma quête dans la vie. Alors que si le bonheur, ça devient comment je vais faire pour pas mourir, comment je vais faire pour pas souffrir, comment je vais faire pour pas être malheureux, comment je vais faire pour pas échouer ou me viander ou rater ou quoi que ce soit, là, ça devient problématique. Mais tu vois, ça reparle de l'idée du cadre. Ce que je voulais dire tout à l'heure. L'idée du cadre. Ouais, c'est-à-dire qu'on a besoin en tant qu'humain d'un cadre qui permet d'accueillir toutes les expériences et pas seulement les expériences de bonheur, tu vois, quelque chose qui donne sens. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui continuent d'être basées sur la religion aujourd'hui encore. Tu vois, je parle par exemple de tous les pays musulmans ou alors des pays qui sont encore chrétiens ou tu vois, ou dans lesquels il y a un idéal fort encore qui est lié au religieux. C'est parce que le religieux, il te promet pas, alors il te promet le bonheur peut-être, mais dans la vie éternelle. Il inclut toujours, tous les récits religieux incluent de la souffrance, incluent la difficulté, tu vois, et même projette en réalité le bonheur souvent dans l'au-delà, tu vois, dans quelque chose qui est en dehors de la vie terrestre. Et peut-être je me dis, un des écueils de notre société, il s'agit pas, encore une fois, il y a aussi des choses très très belles et je suis pas en train de prôner un retour à la religion mais ce que je dis, c'est que c'est un angle aussi, c'est que peut-être qu'on manque d'un cadre qui nous permet de se dire que on peut se réaliser en tant qu'individu, mais en faisant l'expérience de choses qui sont autres que le bonheur, en faisant une expérience plus... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, ça me rappelle une phrase que je déteste dans les films américains, c'est « It's gonna be okay ». Quand tu vois quelqu'un souffrir, avoir mal dans un film américain, il y a toujours un connard qui est là pour lui dire « It's gonna be okay ». Et j'ai envie de lui dire, mais c'est ok d'aller mal aussi, tu vois. Et le gros problème, il est à cet endroit-là. Moi, je vois des personnes, des fois en séance, qui souffrent devant moi, soit parce qu'elles se rappellent de quelque chose de souffrant, soit parce qu'elles souffrent devant moi dans le présent. Et ça leur fait très bizarre que je ne réagisse pas et que je n'essaye pas de les consoler, que je ne leur dis pas que ça va aller, mais juste que je sois avec elles dans la souffrance, c'est-à-dire dans là, c'est ça que tu es en train de vivre, donc il n'y a rien d'autre. Et je peux être avec toi avec ça. Et souvent, c'est ça qui est thérapeutique. C'est pas la pommade et la main dans le dos mais t'inquiète pas, parce que ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être adoucissant, on va dire un peu soulageant, mais ça vient pas chercher le truc en profondeur d'avoir le droit d'être à l'endroit où je suis et de vivre ce que je suis en train de vivre. Et je déteste cette phrase de « It's gonna be okay » dans les séries ou les films américains, justement parce que c'est une interdiction à ressentir ce que je suis en train de ressentir, surtout si c'est douloureux. Donc c'est pas tant la quête du bonheur que le refus de
des nuances de la vie, donc aussi celles qui font mal et qui font souffrir, etc. Et on le voit en thérapie, ce qui aide le plus, c'est quand même quand la personne sent qu'elle a totalement le droit d'être qui elle est. Donc, qu'il n'y a pas à changer si elle va pas bien, mais que justement, au contraire, il faut qu'elle puisse aller au bout de son « je vais pas bien ». Parce que ce qui fait que les personnes reviennent ou qui fait que les personnes répètent des schémas de souffrance, c'est aussi parce que l'expérience de la souffrance en tant que telle, ou de la douleur en tout cas, parce que ça devient de la souffrance à partir du moment où effectivement ça se fige et où ça se répète, mais l'expérience de la douleur ne peut pas aller au bout. C'est comme si t'es un peu ouvert, mais tu vois, il y a un truc qui fait que ça peut pas commencer le processus de cicatrisation, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, la cicatrisation, elle se fait toute seule après, une fois que tu t'es vraiment fait mal, quoi, tu vois. Et donc, pour moi, c'est à cet endroit-là aussi où, comme ça refuse en permanence cette expérience humaine, ça refuse le couple. Ça devient un endroit où je vais être en couple, mais je veux pas avoir mal. Le mal, quel qu'il soit. Et bien sûr, je suis pas en train de parler des maltraitances et des abus et des viols et des violences conjugales, etc. Je parle vraiment juste de souffrir ou en tout cas d'avoir mal dans le couple parce que juste l'autre est pas moi. C'est très juste. Et peut-être que notre rôle en tant que thérapeute dans une société comme la nôtre, c'est pas d'apporter encore des solutions à... surtout, j'en ai pas malheureusement. c'est d'être là. Ouais, d'être témoin que tu as le droit de vivre ce que tu es en train de vivre. Ouais, parce que souvent, c'est pas un truc qui est explicite. Mais au fond, il y a vraiment cette demande-là, tu vois, de la part des personnes qui consultent. Alors après, là, on n'est pas forcément dans un cadre où on parle pas forcément de couple en consultation, même si ces couples-là, parfois, viennent aussi demander ce droit-là. Mais en tout cas, dans le non-couple, pour moi, il me semble que le refus total de cette zone, et c'est effectivement un des remparts au lien. Ouais. Parce que le lien, c'est précisément là où on peut être ensemble quand ça fait mal, quoi. Wow. Ouais, c'est exactement ça. Ça parle de vulnérabilité, ça aussi, parce que... Ouais, alors j'en ai parlé dans un cercle de parole d'hommes là il y a pas longtemps et j'étais un peu remonté parce que j'entendais les autres hommes donner une définition de la vulnérabilité qui me convenait pas, mais c'est un cercle de parole donc je peux pas réagir. C'est vrai. Chacun a le même temps et toi tu te tais quoi, donc c'est normal. Mais j'ai entendu beaucoup que la vulnérabilité, en tout cas dans ce cercle-là, pour refaire l'anecdote, c'est que la vulnérabilité, et surtout pour les hommes, c'était d'exprimer leurs émotions. J'en ai un peu ras le cul de cette définition de la vulnérabilité et surtout de cette injonction à exprimer ses émotions chez les hommes. Les émotions, elles s'expriment de plein de manières différentes, quoi. C'est vrai. C'est pas parce que je chiale pas devant toi que à un moment donné, si je sais pas, moi je me mets à mettre un morceau de musique dans la maison et que ça me permet de ressentir ce que je ressens, c'est pas déjà quelque chose, quoi, tu vois. C'est peut-être que c'est moins adressé, que c'est moins attendu, que c'est moins visible, mais c'est présent en fait. Les hommes ont des émotions et ils les expriment, c'est juste peut-être vous les voyez pas, tu vois, en fait. Ouais. Et du coup, bon, ça c'était plus par rapport aux hommes, mais par rapport à la vulnérabilité, il y a quelque chose de la vulnérabilité pour moi qui est dosé. Plus que de... Il y a quelque chose dans la vulnérabilité, souvent que je retrouve, qui est un peu de l'ordre du passif. Tu vois, c'est un peu comme si la vulnérabilité, c'était se laisser faire par ses émotions, se laisser faire par ce que je suis en train de traverser. Tu vois, je suis vulnérable, donc je me laisse faire, quoi. Et alors que pour moi, il y a quelque chose de la vulnérabilité aussi qui est dosé. Oser dire à quelqu'un que je suis pas d'accord quand je suis pas d'accord. Ouais. Oh, bien sûr. En fait, je peux donner l'impression d'être agressif, je peux donner l'impression d'être confiant, alors qu'en fait, je suis complètement vulnérable. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des patrons quand je bossais dans des sociétés que j'étais pas d'accord avec eux ou que je voulais telle condition de travail ou que j'étais pas en accord avec eux sur tel projet. Je me suis senti beaucoup plus vulnérable de m'affirmer et de dire mon point de vue et de dire que j'étais pas d'accord
que des moments où je pouvais me sentir un peu effectivement chagriné ou un peu triste ou un peu en colère, etc. Dans des situations qui finalement étaient moins engageantes. Pour moi, la vulnérabilité, elle a du sens que si elle est engageante. Être vulnérable dans son coin ou derrière Instagram en disant je suis vulnérable, je prends la vulnérabilité c'est top, en plus ça fait vendre en ce moment, c'est super. C'est pas être vulnérable. C'est de la plainte peut-être alors dans ce cas-là. Non, c'est du marketing. Mais la plainte est devenue du marketing. Ouais. Donc, alors que la vulnérabilité, quand elle est engageante, en fait, c'est pas une émotion du coup. C'est pas un état, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est produit par un mouvement. Et donc, du coup, ça a rien à voir avec je suis vulnérable ou je me rends vulnérable, etc. Ça a à voir avec une situation particulière qui t'engage et qui, du coup, à un moment donné, fait que tu oses être vu. Ouais. Et tu prends des risques, du coup, soit de blesser l'autre, soit d'être blessé, Exactement. soit... Ouais. Mais ça peut être... Moi, je me souviens que je me sentais vulnérable la première fois que je suis allé à mon club de course à pied et que je changeais de groupe à ce moment-là en début d'année, ils avaient tous la vingtaine, que moi j'arrivais, j'avais pas de niveau, machin. Je suis arrivé, je dis coucou, je suis nouveau, machin, et je me suis senti beaucoup plus vulnérable à ce moment-là, mais parce que j'étais engagé dans la situation. J'étais pas vulnérable à l'idée de rejoindre le groupe. C'est le fait de rejoindre le groupe qui m'a rendu vulnérable. Donc j'étais engagé pleinement, corporellement, physiquement. Tu vois, c'est encore de la présence. Ouais. Mais c'est peut-être ça finalement l'engagement. Tu vois, tu utilises le mot engagement. Ouais. C'est donner à l'autre cette possibilité d'être vulnérable. C'est un don en fait. Du moment où tu t'engages, c'est en échange. Donc tu as la sécurité du couple, tu as l'amour, etc. Et c'est pour ça que c'est très fin. Et en échange, tu as droit à cette intimité, à cette vulnérabilité. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est très fin, parce que c'est justement... C'est une énergie, c'est pas un comportement. Si par exemple, il y a des gens qui vont oser plein de fois... aller dans des groupes où ils sont nouveaux, ou monter sur scène, etc. et se plaindre qu'ils n'ont pas de retour. Putain, j'ai pas été très bien accueilli, ou personne n'est venu me parler, ou alors les gens étaient un peu froids et machin. Mais c'est ni plus ni moins parce que justement ils n'ont pas été vulnérables. Ouais. Et pourtant c'est la même action. Ouais. Tu vois, tu peux te dire que dès que tu montes sur scène t'es vulnérable, mais en fait non. Si tu n'es pas engagé dans la situation et que tu montes sur scène sans cet engagement-là qui rend vulnérable, eh ben, en retour, tu n'auras rien. Tu auras des personnes qui vont peut-être t'écouter un peu par politesse ou rester un peu, mais s'en aller, ou tu vois. Et tu vois, c'est la vulnérabilité qui est engageante, tu la reconnais parce qu'en fait, il y a un retour en face. Exactement. Pas toujours. Pose-toi la question alors. Pas toujours. Regarde, par exemple, le récit... Je pensais à Jésus là-dedans. C'est pas n'importe qui en même temps. Parce que là, on a l'exemple de quelqu'un qui se montre vulnérable, qui jusqu'au bout, et c'est un récit dans lequel il est sacrifié pour ça. Il y a le contexte social et politique ne peut pas accueillir ça. Et il n'y a pas de gens qui croient en Jésus ? Si, bien sûr. Alors ça marche, non ? Il y a un retour. Oui, non, bien sûr. Non, bien sûr. Après, tout le monde ne croit pas en Jésus. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que parce que c'est encore ce truc-là, parce que là tu disais que si je me montre vulnérable, il va y avoir un retour, mais tu peux pas te montrer. Si tu attends le retour en te montrant vulnérable, c'est que t'es pas vraiment vulnérable. C'est ça, c'est pas pour avoir le retour. Oui, je dis juste que tu te rends compte de l'engagement de la vulnérabilité. C'est après coup. À partir du moment où ça a produit quelque chose bien sûr. Qui est de l'ordre du lien, à nouveau. Ouais, c'est après coup. Qui est de l'ordre du lien. Et le lien à Jésus, et tu vois, pour les personnes qui sont croyantes. Autant te dire qu'il est indécrottable. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement dans ce mythe-là c'est devenu un mythe. Je dis pas ça par. Mais c'est devenu une mode. Pour froisser. De se rendre vulnérable pour obtenir des likes, pour obtenir des vues, pour obtenir de l'audition. Enfin, de l'audition. De l'audimat, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'inverse de la vulnérabilité. Ouais. Et c'est ce qui est peut-être aussi qui est très touchant qui est très beau dans l'histoire de Jésus, c'est ça aussi. Cette vulnérabilité qui accepte de se donner même face au vide le plus absolu qui est la mort en fait aussi. Donc ça dit quelque chose de très profond. Ça m'évoquait ça en fait. Ça m'évoquait ça. Sur cette vulnérabilité.
Symboliquement, tu vois il accède au soi justement par cet engagement à sa vulnérabilité, quoi. Ouais. Donc lui, c'est par le sacrifice, quoi, on va dire. Même si ça n'est pas vraiment au final, puisqu'il accède au tout, quoi. Donc, mais on se rend bien compte que, tu vois, à nouveau, il y a une dimension sacrée dans l'engagement à la vulnérabilité, quoi. Oui, parce que à partir du moment où tu acceptes de plus être en contrôle de l'image que tu vas renvoyer, de comment tu vas être reçu, tu t'ouvres à quelque chose qui est de l'ordre du vide, et dans le vide, il y a aussi le tout, et ça t'ouvre à la fois à la mort et au gouffre le plus abyssal qui puisse exister, et en même temps à la possibilité d'un absolu, tu vois. Tu n'y as accès que quand il n'y a plus d'ego. Donc, c'est pour ça que quand la vulnérabilité, elle est engageante, tu te sens fébrile, tu te sens vulnérable, et tu es engagé justement parce qu'il n'y a plus moi. Ça, donc, du coup, ça casse tous tes repères, ça casse tes habitudes, ça casse tout ce que tu maîtrises d'habitude, que tu contrôles bien sous tous les angles, etc. Tu vois. Et ça te donne accès à un endroit où il ne s'agit plus de toi, en fait. Mais comme le couple. Ouais. Il ne s'agit plus que de toi. Exactement. Comme l'enfant, il ne s'agit plus que de toi. Mais comme la religion, il ne s'agit plus que de toi. C'est pas ça être vivant aussi ? C'est accepter qu'il n'y a pas que moi dans mon expérience. Je sais pas, moi j'ai l'impression que je me suis jamais senti aussi vivant depuis que je me mets en danger un peu sur les histoires de projets et tout, tu vois, où je traverse vraiment des peurs qui là c'est plus juste de la parole et de apparaître cool aux yeux des autres. Genre là, en ce moment, je vis une période où je traverse vraiment des grosses peurs, tu vois. Et je le fais. Et à la fois, je suis stressé, hein, mais en même temps, j'ai la sensation, le sentiment d'être vivant. Qu'il y a quelque chose d'autre que moi qui est dans ma vie maintenant. Et je fais entrer autre chose que moi. Et je pense que ça fait un petit bout de temps que je le fais déjà un petit peu plus, tu vois, mais là j'atteins un stade où je le fais de plus en plus et je me sens vivant, beaucoup plus vivant que je ne l'étais et le processus n'est pas du tout fini, c'est-à-dire que là j'ai fait rentrer un petit peu parce que moi-même je suis quelqu'un qui se protège beaucoup, je suis introverti, tu vois, mais le fait de faire rentrer de plus en plus de ça et de voir que c'est ok, je me sens vraiment vivant, quoi. Je me sens vivant et je me sens encore plus engagé. Et même si j'ai pas de retour immédiat. T'as remarqué que se sentir vivant, c'est pas forcément se sentir fort. Ouais. Ouais. Parce que souvent, ou se sentir fort ou puissant ou même comme si t'avais pris un rail de coke, quoi. Genre, j'en ai jamais pris en plus, mais je suis le bête du monde ou tu vois. Enfin, c'est pas ça, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un endroit où t'es quand même un peu fébrile. Ah ouais, à fond. Ouais. Et c'est pour ça que les personnes qui, à chaque fois, et j'en reviens à l'idée du couple, que les personnes qui souvent tombent sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, moi je les invite juste à se questionner sur à quel endroit elles ne s'engagent pas non plus. Malgré leur demande, a priori, de couple. Tout à fait. Ouais. Je pense peut-être que c'est un bon mot de la fin. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était très cool, en tout cas. Ouais. Merci. On a bien parlé, on a bien approfondi les sujets. C'est exactement ce qu'on voulait pour cet épisode. Bon, cool. Et merci beaucoup, Angelo. Ouais, merci. Avec plaisir. Merci. C'était encore une fois cool. Hyper pertinent et passionnant. Et on espère que cet épisode vous plaira aussi. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos retours sur notre compte et sur le compte d'Angelo. Angelo Follet, c'est ça ? Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à liker le podcast et l'épisode s'il vous a plu, à le partager au plus grand nombre. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, @lavoixducouple et @AngeloFollet. On vous dit... Angelo Follet officiel, non ? Ouais. De toute façon, si j'essaye l'autre, je ne l'ajouterai pas parce qu'il est privé. Donc, ok. Angelo Follet officiel. Voilà. Ouais. On peut se dire... on vous dit à bientôt. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut.